Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mon capitaine, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang, madame la directrice de France Travail, mesdames et messieurs les directeurs d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers Audois, chers amis. Tout d'abord, merci à vous d'être venus dans notre belle ville de Limoux ce soir pour ma 3e cérémonie des vœux. Mais je tiens surtout à vous saluer, car sans votre large mobilisation en juin et juillet dernier, sans votre soutien, rien n'aurait été possible. Je suis très heureux que vous m'ayez réitéré votre confiance et je tiens à remercier à nouveau tous les militants qui ont été à mes côtés durant cette campagne électorale particulièrement courte et intense. Au premier tour, vous avez été 2 fois plus nombreux qu'en 2022 à vous porter sur ma candidature et 9000 Audois supplémentaires ont décidé de me réélire au second tour par rapport à 2022. Votre confiance m'honore et m'oblige. Comptez sur moi pour travailler d'arrache-pied pour défendre notre territoire, notre pays et nos concitoyens, ici comme à Paris. Je pense que ça ne vous a pas échappé, l'année 2024 a été marquée par de nombreux événements. À commencer par la nette victoire de la liste portée par Jordan Bardella aux élections européennes, vite éludée d'ailleurs par la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale suite à ce résultat. Cette dissolution, nous l'appelions de nos vœux. Il était nécessaire de redonner la parole au peuple pour permettre l'alternance dont notre pays a besoin. C'était sans compter les calculs politiciens d'Emmanuel Macron, en faisant le choix irresponsable d'organiser ces élections en seulement 3 semaines et en plein été, dans une volonté manifeste de déstabiliser. C'était sans compter non plus les alliances contre nature d'entre-deux tours. On a des bandas. Mais ces basses manœuvres visant à se sauver les uns les autres au détriment de la volonté des Français ne fonctionnera pas indéfiniment. La preuve ici, dans l'Aude, où seul contre tous, de LFI à une part des LR, nous avons réussi par 2 fois le grand chelem. On n'arrête pas un peuple qui s'est remis à espérer. Plus récemment, 2024 a aussi été marqué par la censure du gouvernement Barnier, il y a un peu plus d'1 mois déjà. Pour notre part, nous ne prenons pas l'outil de la censure à la légère. Nous avions décidé de laisser sa chance à Michel Barnier en septembre dernier, tout en lui rappelant la nécessité du respect et du dialogue, ainsi que nos lignes rouges. Elles n'ont pas été respectées et en décembre dernier, le budget présenté n'était pas acceptable. 50 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires, dont 20 milliards sur les ménages et 20 milliards sur nos entreprises, gel des retraites, hausse des charges sur l'électricité, des remboursements de médicaments, coupe dans les dotations de nos communes, suppression des aides à l'apprentissage, et j'en passe. Je vous passerai même une taxe sur les bouteilles d'eau qui avait été proposée. Si évidemment nous nous devons de faire des économies, elles étaient faites partout, sauf là où il faut les faire. Le projet de loi de finances prévoyait par exemple une baisse de plus de 7% du budget agriculture, alors même que nous devons plus que jamais soutenir le monde paysan. Nous n'avons pas été écoutés, il a été censuré. On nous annonçait un cataclysme, il n'en a rien été. J'espère désormais que le nouveau gouvernement se rappellera qu'il n'a pas de majorité et qu'il se doit d'écouter les différents groupes et de trouver des compromis. Nous avons pour notre part toujours été dans une démarche constructive, votant toutes les propositions qui vont dans le bon sens pour les Français, quel que soit le groupe qui le porte. Si tous les groupes et le gouvernement fonctionnaient comme ça, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est pourtant ce qu'attendent nos concitoyens, que l'on travaille dans l'intérêt général plutôt que dans un esprit de boutiquier. Ce que je dis ici vaut aussi au niveau local. La situation dans notre département est telle que nous nous devons d'œuvrer ensemble pour le territoire, parlementaires, acteurs et élus locaux. Je m'attache à travailler avec l'ensemble des maires de la circonscription et alerte même le département ou la région lorsque c'est nécessaire. L'inverse n'est malheureusement pas toujours vrai. Nous sommes pourtant tous élus et donc légitimes. Lorsque l'on est réellement républicain, on accepte le choix des urnes, même quand cela nous déplaît. Je remercie cependant la très grande majorité des maires avec qui je travaille en bonne intelligence, sans considération des sensibilités politiques de chacun, pour l'intérêt de la circonscription et de ses habitants. J'en profite pour saluer les élus présents ce soir parmi nous. 2024 a été pour moi synonyme de travail parlementaire, mais a aussi et peut-être surtout été marqué par mon engagement à vos côtés sur la circonscription. Que ce soit à Paris ou ici, je m'efforce de défendre vos intérêts
tout en restant à votre écoute et en allant à votre rencontre partout où c'est nécessaire. Ces derniers jours encore, j'ai sillonné les routes de notre département, allant à la rencontre des organismes sociaux, des maires, des institutions, des entreprises qui maillent notre territoire, comme la Socamil à Castelnaudary ou EDF et sa centrale hydroélectrique au-dessus d'Axat, auprès d'agriculteurs à Quillan ou encore demain auprès des pompiers de Tuchan. Avec mes collègues Christophe Barthès et Frédéric Falcon, notre chance, c'est d'avoir à la fois une vision nationale tout en étant profondément, passionnément enracinés sur le territoire. Nous ne sommes ni des petits gestionnaires sans vision, ni des technocrates, et encore moins des élus hors sol. Je remercie d'ailleurs mon collègue et ami Christophe d'avoir pu être présent parmi nous ce soir, et vous prie d'excuser Frédéric qui est pris par d'autres obligations. En ce qui concerne le travail parlementaire à l'Assemblée, l'année 2024 a commencé sur les chapeaux de roue avec une loi sur l'immigration, en bonne partie censurée par le Conseil constitutionnel. Chaque jour pourtant, l'actualité et la réalité du terrain nous démontrent un peu plus la réalité d'engager un vrai virage sur le plan migratoire. 7 Français sur 10 réclament une politique plus ferme en la matière. Un référendum est nécessaire pour adapter notre Constitution à cet enjeu capital. L'hiver a été particulièrement marqué par les importantes manifestations agricoles partout en France. Nous étions bien entendu à leur côté. Mais nous n'avons pas attendu 2024 pour nous préoccuper des menaces qui pèsent sur le monde paysan et avions malheureusement conscience de la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Christophe, tu avais même alerté dès septembre 2022 le ministre Marc Fesneau de la catastrophe à venir en le prévenant que la cocotte minute était pleine et qu'elle allait lui péter à la figure. Je cite. 15 mois d'inaction plus tard, pour être précis, elle a pété. Et 1 an après le mouvement, qu'est-ce qui a changé? On nous a présenté un projet de loi agricole absolument pas à la hauteur de la crise, qui plus est suspendu avec la dissolution et jamais repris depuis. Nos dirigeants n'ont trop souvent pas de vision pour l'agriculture française. Il faut traiter l'urgence, bien évidemment, mais également l'avenir sur le long terme. Traiter l'urgence en débloquant des fonds d'urgence quand c'est nécessaire, comme j'ai pu le demander lors des dégâts sur le Limouxin et le Val de Dagne en mai dernier. Anticiper ensuite le moyen terme, en revoyant le système assurantiel basé sur la moyenne des 5 dernières années, aujourd'hui inadapté au vu de la multiplication des calamités. Puis prévoir le temps long, en ayant une politique ambitieuse sur la gestion et le stockage de l'eau, sur l'adaptation aux conditions climatiques, avec la recherche de cépages résistants par exemple. C'est aussi se protéger de la concurrence déloyale, notamment vis-à-vis du vin espagnol, ou en refusant de ratifier le Mercosur, qui serait un coup fatal pour nos éleveurs. Que serait l'autre sans ces viticulteurs, sans ces éleveurs et sans ces agriculteurs? En novembre dernier, l'actuelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est venue faire face à leurs revendications à Castelnaudary, à Castelnaudode et à Fabrezan. Et je n'ai pu m'empêcher de déplorer qu'au moment même où nous étions, les élus de l'Aude, tous confondus, au chevet de la viticulture audoise, les députés socialistes proposaient en même temps de surtaxer le vin. Passons. Il faut reconnaître qu'elle a été à l'écoute. Maintenant, nous attendons les actes. Encore une fois, nous voulons que les dossiers avancent. Nous voulons sortir la France de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Nous serons donc force de proposition. Nous ne sommes pas là pour bloquer les institutions, mais pour que le quotidien de nos concitoyens s'améliore. Il est toujours déchirant de recevoir à la permanence des anciens qui ont travaillé toute leur vie, ne pas réussir à remplir leur frigo, ne pas parvenir à se soigner correctement. De lire des témoignages de jeunes gens agressés gratuitement, d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, de patrons de petites entreprises qui sont au bout du bout, accablés de charges et de normes, et parfois, il faut le reconnaître, par un immobilisme local. De parents qui, dans nos villages, n'ont plus de ramassage scolaire et ne savent pas comment faire pour emmener leurs enfants à l'école. D'infirmiers et d'aides-soignants, se sentant souvent seuls face à l'isolement d'une part de nos aînés. De travailleurs qui, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas toujours à joindre les deux bouts. C'est pour toutes ces personnes que nous nous battons au quotidien et qui nous rappellent le sens de notre engagement. Merci. Ce terrain, c'est l'essence même du mandat de député que vous m'aviez confié. Ici, on se bat simplement pour garder un service d'urgence, un bureau de poste, un médecin, une salle de classe ou un transport scolaire. On se bat pour préserver nos services publics, obtenir une subvention pour restaurer l'église du village, avoir du réseau. La ruralité, c'est pourtant le cœur battant de la France.
c'est celle qui travaille et qui produit, qui cultive et qui nourrit. Nous avons beaucoup d'investissements à faire dans nos campagnes pour y faire renaître un service public de qualité, rénover nos écoles, développer les transports, restaurer les routes, le patrimoine, attirer des professionnels de santé ou encore encourager les jeunes entrepreneurs à s'y implanter. Vous le savez, ma circonscription compte 292 communes, une des plus grandes de France. Et lorsque je vais à la rencontre des maires et de leurs habitants, je me rends compte que leurs beaux projets manquent bien souvent d'aide suffisante pour être concrétisés. Nous pourrions et nous devons investir pour encourager une véritable réindustrialisation de notre territoire. J'aimerais à cette occasion saluer tous les entrepreneurs qui se battent avec courage et créer de l'emploi ici. Si le contexte économique n'est pas toujours évident, ils le font avec une passion qui les honore et qui fait rayonner tout notre département. Malgré tous les défis, je sais que nous pouvons croire en l'avenir car nous avons ici de la volonté et de véritables opportunités pour l'avenir. Nous avons des atouts évidents, comme l'entreprise Moncapel à Montazel, dernière chapellerie de France capable de produire un chapeau en feutre, de la laine jusqu'au produit fini. Nichée au cœur de la Haute-Vallée de l'Aude, cette entreprise démontre que dans des coins reculés, il est possible de créer des textiles 100% français en utilisant des matières naturelles destinées à être vendues à travers tout le pays et au-delà. Ces initiatives nous offrent l'espoir de réussir la transformation de l'aménagement du territoire de notre pays au XXIe siècle. Un avenir où nos campagnes ne seront pas laissées pour compte. C'est le genre d'initiative qui mérite d'être soutenue. Cette présence sur le terrain, vos témoignages me sont indispensables pour le travail parlementaire. Pour chacune de mes propositions de loi ou mes amendements, je consulte les acteurs concernés, qu'ils soient étatiques, institutionnels, élus, associatifs ou particuliers. C'est à mes yeux comme ça que l'on arrive à des propositions de bon sens. Cela m'a conduit à faire près de 300 déplacements en circonscription, 40 questions écrites au gouvernement, une centaine d'interventions en hémicycle, 150 amendements dont plusieurs ont été adoptés et plus de 80 interventions dans les commissions de l'Assemblée nationale pour la seule année 2024. Et si j'ai un regret, c'est que la communication est parfois très compliquée et la presse locale, la presse départementale nous empêche bien souvent de vous communiquer notre actualité parlementaire et notre actualité de terrain. Je vous invite par ailleurs à trouver, vous avez mon journal, on a été obligé de trouver des alternatives, vous trouverez à l'entrée une édition du journal du député qu'on essaie de sortir assez régulièrement pour vous informer de l'actualité. Vous avez aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux et Internet pour vous informer. Pour cette nouvelle législature, j'ai fait le choix de siéger au sein de la commission des lois. Cette commission va me permettre de travailler sur les enjeux et les problématiques liées à la sécurité, à l'immigration ou encore à la défaillance de notre système judiciaire que 80% des Français jugent trop laxiste. Et bien sûr, de soutenir nos agents pénitentiaires et nos forces de l'ordre qui chaque jour sont présents pour protéger les honnêtes gens, souvent dans des conditions difficiles avec des moyens limités. Si une minorité bruyante scande des slogans anti-policiers, tristement soutenus par une partie de l'hémicycle, sachez mon capitaine que la majorité silencieuse est derrière vous. Merci à vous et à vos hommes pour votre dévouement au quotidien. Vous le savez, le sujet de la sécurité civile me tient particulièrement à cœur. Certains ici connaissent mon engagement de longue date. En septembre dernier, j'ai donc redéposé ma proposition de résolution visant à protéger les sapeurs-pompiers volontaires de la directive européenne sur le temps de travail. Cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes depuis des années pourrait du jour au lendemain mettre fin au volontariat, comme ça a été le cas en Belgique, ce qui serait dramatique. Fermeture des petites casernes, rallongement des délais d'intervention, coûts faramineux pour les départements, perte de notre capacité à monter en puissance en cas de crise. Voilà ce qui nous attend si nous n'agissons pas rapidement dans ce domaine. Il y a quelques semaines, j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être nommé au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Merci à vous. Tout au long de mon mandat, je m'attacherai à porter la voix des 197 000 sapeurs-pompiers volontaires, socle de notre sécurité civile. Autre acteur concourant à notre sécurité, les associations agréées de sécurité civile. Je salue d'ailleurs la présence ici de la protection civile parmi nous ce soir. Dans le budget 2025, j'ai déposé des amendements qui ont été adoptés afin d'augmenter les subventions à ces associations
de 700 000 euros. Comme chaque année, le gouvernement prévoyait une maigre enveloppe de 150 000 euros pour toutes les associations agréées de sécurité civile, pour toute la France, comme la Protection civile, la Société nationale des sauveteurs en mer ou encore la Croix-Rouge, ce qui est absolument dérisoire. Je serai vigilant pour que cette augmentation soit confirmée dans la copie finale du budget. Enfin, et parce que j'estime que le citoyen doit être le premier maillon de la chaîne de secours, je finalise actuellement une proposition de loi pour former davantage nos concitoyens aux gestes qui sauvent. Merci. Merci à vous. Car nous sommes très en retard sur le sujet. Seuls 30 à 40% des Français auraient déjà été formés et seuls 15% se sentent en capacité d'agir en cas d'urgence. Ce n'est clairement pas satisfaisant, alors même que le président de la République s'était engagé en 2017 à ce que 80% des Français soient formés d'ici la fin de son premier mandat. En comparaison, des pays comme la Norvège ou l'Allemagne ont atteint cet objectif de 80% et le taux de survie à un arrêt cardiaque y est de 4 à 5 fois supérieur qu'en France. Ce sujet est trop souvent négligé alors que l'on pourrait sauver des milliers de vies chaque année. Cette proposition de loi sera donc déposée d'ici le mois de février et je l'espère pourra faire le consensus sur un sujet aussi transpartisan que celui-ci. C'est un vœu que nous pourrions émettre pour 2025, que le pays trouve la voie d'une concorde nationale. Si l'avenir peut sembler incertain, sachez que nous serons présents pour porter votre voix à l'Assemblée, en attendant la stabilité et l'alternance que beaucoup de Français d'Audois et de Limousin appellent de leur vœu. Si nous préparons l'alternance au niveau national, je ne peux m'empêcher de penser que dans quelques mois, dans 15 mois précisément, nous aurons des élections municipales qui seront un enjeu majeur pour notre territoire, pour la France en général, mais également pour notre territoire. Nous présenterons une liste, bien entendu, à Limoux et sur d'autres communes de la circonscription, et nous avons bien l'intention de remporter ces mairies. L'avenir ne se subit pas, il se fait. Tenez bon, la lumière est au bout du tunnel. Mesdames et messieurs, que l'année 2025 vous procure bonheur, épanouissement et santé. Je souhaite que 2025 soit synonyme d'une vie meilleure et qu'elle le soit en particulier pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. Que 2025 soit enfin une année où nous nous battons ensemble pour l'avenir de notre département, de notre région et de notre pays. Vive l'Aude, vive la France et très bonne année à tous. Je vous remercie. Merci. Avec plaisir. Juste avant de boire le pot de l'amitié, je vais remettre 2 médailles de l'Assemblée nationale. Je vais appeler Geneviève Salzberg, qui est ici parmi nous. Alors Geneviève était ma suppléante sous le précédent mandat. Elle m'a fait l'honneur et le plaisir de me suivre pendant ces 2 ans. Elle a même travaillé à mes côtés. C'est une militante de longue date. Elle s'est battue pendant des décennies pour la France. Elle a fait valoir ses droits à la retraite il y a maintenant presque 1 an, oui, à mes côtés. Et donc j'ai souhaité lui remettre la médaille de l'Assemblée pour tout ce qu'elle a pu faire à mes côtés. Merci Geneviève. Merci. Merci Julien, je ne m'y attendais absolument pas. Et tu sais que moi j'ai commencé avec, hélas, feu Jean-Marie Le Pen. J'ai suivi Marine, je t'ai suivi, je t'ai aidé dans ta campagne. Je continue et j'aime la France. Voilà. Merci Geneviève. Merci. C'est vraiment très gentil. Restez par ici si tu veux. D'accord. Et j'appelle Pierre Chauvin de la Protection civile. Alors pour la petite histoire, Pierre Chauvin a participé, est allé à Mayotte 15 jours, c'est bien ça? Il est allé donc assister nos compatriotes mahorais bénévolement.
Il est allé porter assistance donc à nos compatriotes qui sont loin de nous, mais qui ont subi donc un cataclysme. Malheureusement, ils étaient déjà dans une situation très compliquée pour eux. Ils ont, en plus de ça, vécu ce cyclone. Ils ont pour beaucoup tout perdu. On ne pense pas toujours à eux. L'actualité, ce cataclysme nous a rappelé leur précarité. Et donc, Pierre a été à leur côté pour les aider. Et donc, je trouve ça vraiment très généreux et très altruiste de ta part et de tous tes collègues qui étaient sur place pour porter assistance bénévolement pour ces personnes en difficulté, nos concitoyens d'outre-mer en difficulté. Donc, merci à toi et bravo. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Je n'ai pas prévu, mais je peux. Et si tu veux dire un petit mot, nous raconter peut-être. Bon bonsoir à tous. Effectivement, je suis parti 3 jours après le cyclone qui a eu lieu à Mayotte. Mayotte, une île que je ne connaissais pas forcément et où j'ai découvert des personnes qui sont d'une générosité immense. Pour la plupart, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de maison, plus d'école, plus de mairie, plus de travail, plus rien. Et pourtant, on a été reçus, je vais dire, comme des rois. Pour la plupart des personnes, ils n'avaient pas vu de secouristes avant nous, donc pour certains, 10 jours après le cyclone, il n'y avait pas encore vu de secouristes. Et donc on a vu des choses pas forcément évidentes, et donc rien que nous voir arriver, ça leur a redonné un peu de joie, un peu d'espoir. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est là, on est toujours présent, et on fera le maximum pour les aider. Je te remets la médaille de l'Assemblée. Et encore bravo pour tout ce que tu as pu faire. Et je viens de voir qu'il y a un troisième qui est arrivé. Donc je vois que Laurent est arrivé entre-temps. Donc Laurent, pareil, j'ai décidé de te faire une médaille de l'Assemblée nationale. Également pour remercier l'ensemble de tes bénévoles, l'antenne de la protection civile de Limoux. Laurent, tu peux venir parmi nous. Félicitations. Ça va, Laurent. J'ai couru. C'est vrai. Merci d'être parmi nous. Donc voilà, Laurent était au travail. Vous voyez, c'est un engagement en plus. Donc c'est un engagement bénévole, la protection civile. Ils font ça à côté de leur travail, de leur vie de famille. Et ils font ça donc pour aider nos concitoyens, que ce soit donc les Limouxins les dimanches autour des stades ou à Toquet-Clocher par exemple, ou lors de catastrophes naturelles comme on a pu le voir durant les inondations à Saint-Hilaire, etc. ces dernières années, comme on a pu le vivre. Et c'est aussi des fois pour porter assistance à nos compatriotes qui sont loin de nous, mais qui eux aussi ont besoin d'être aidés et soutenus. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, c'est un vrai plaisir et c'est un honneur d'avoir des gens comme vous dévoués au service de la population. Vous êtes malheureusement pas assez reconnus, je le trouve, y compris d'un point de vue budgétaire, j'ai pu le rappeler. Donc je milite depuis des années pour que votre budget et votre subvention nationale soient revalorisés. Mais voilà, c'est une petite reconnaissance que je vous fais, une reconnaissance symbolique en tout cas, en te remettant Laurent et à l'ensemble de l'antenne de Limoux, la médaille de l'Assemblée pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos concitoyens. Merci. Ayat, on va faire venir tous les bénévoles de la protection civile. On n'est pas beaucoup. Hein. Pour la photo. On va faire la photo ensemble parce que c'est pour vous tous et toutes. Merci à tous. Je vous propose de continuer l'échange autour d'un pot de l'amitié. Pardon ? Oui, on va bien sûr entonner la Marseillaise si vous le voulez bien.
nous de la tyrannie